Setsu est un idiot arrogant, réincarné une seconde fois dans le monde qu'il a sauvé. Réalisant que le pays va replonger en guerre, il décide de cacher son identité pour vaincre ses ennemis et punir les méchants. L'histoire commence avec Setsu discutant avec Yui, son ami d'enfance, quand un cercle magique les téléporte dans un désert. Alors que les autres sont confus, Setsu sourit, sachant qu'il a déjà été invoqué ici. Une armée de démons enragés charge, faisant fuir les autres. Quand un titan attaque, Setsu l'envoie valser d'un simple geste, puis attrape la main de Yui pour s'enfuir avec elle. Une armée humaine lance une attaque contre les titans, permettant aux élèves de se cacher. Setsu, surpris que la guerre dure encore, voit un titan imprégné de miasmes et comprend qu'il est sous l'emprise d'une malédiction. La chevalière Elka ordonne aux élèves de fuir. Elle rejoint son partenaire Glin et terrasse les titans avec une aisance déconcertante, pendant que Setsu et Yui s'échappent. Plus tard, le roi de Destinia leur explique qu'ils ont été invoqués pour combattre les démons qui ravagent le monde depuis 5 ans. La princesse ajoute qu'un héros avait déjà mis fin à cette guerre par le passé. Elle demande humblement aux élèves de les aider. N'ayant nulle part où aller, ils acceptent et la reine les conduit à leur quartier. Le lendemain, l'entraînement commence. Glin forme les garçons au combat, tandis qu'Elka enseigne la magie aux filles. Setsu observe Yui maîtriser son premier sort, puis part se promener. Elka l'interpelle pour son absence, mais Setsu la provoque. Elle attaque, mais il esquive en un clin d'œil et lui donne une fessée, la laissant totalement déstabilisée. Comprenant qui il est, Elka reconnaît immédiatement Setsu comme son maître, le héros d'il y a 5 ans, et le supplie de l'aider. Glin arrive et découvre Setsu sur le dos d'Elka. Elle lui révèle que leur maître est de retour. Ils vont voir l'herboriste Théa, qui semble déjà être au courant. Après des retrouvailles émouvantes, Setsu interroge ses amis sur la guerre. Il l'emmène dans un endroit discret pour lui demander comment il est revenu. Setsu explique qu'après son combat contre Thomas, il s'est réincarné ailleurs avec ses souvenirs et ses pouvoirs avant d'être invoqué. Il soupçonne Thomas d'être derrière la malédiction des titans. Ils ignorent si Thomas est vivant, mais jugent son implication probable. Peu après, le roi déclare officiellement la guerre aux démons. Glin demande d'attendre le retour de l'émissaire, mais le roi et la princesse refusent. Ils critiquent l'ancien héros pour le traité de paix et insistent sur la nécessité de la guerre. Plus tard, Glin retrouve Setsu avec Théa et Elka. Il annonce la décision du roi et précise qu'il a gagné du temps pour trouver une solution diplomatique. Setsu décide de quitter la capitale pour chercher Thomas et stopper la guerre. Glin et les autres pensent l'accompagner, mais Setsu préfère y aller seul. Peu après, il tente de s'infiltrer dans une réserve du palais, mais Elka assomme un garde bêtement, les forçant à se presser pour retrouver l'épée sacrée, Kuromaru. Les autres gardes donnent l'alerte. Glin et Théa font diversion pendant qu'Elka escorte Setsu. Yui arrive en courant et lui demande où il va. Setsu explique qu'il a déjà été invoqué ici et qu'il doit retrouver son vieil ami. Yui veut l'accompagner pour l'aider, mais Setsu refuse de la mettre en danger. Ému, Yui lui demande de fermer les yeux. Elle utilise une magie combinée feu-vent qui l'impressionne, promettant d'être plus forte à son retour. Setsu part. Il y a 5 ans, Setsu voulait une broche magique, mais le bijoutier a refusé. Quand Setsu a sorti un sac d'or, le vieil homme a changé d'avis instantanément. Sa petite fille Ruri lui demande pourquoi il a cédé, alors qu'il prône la fierté. Il répond que l'argent est toujours une exception à la règle. De nos jours, Ruri assiste aux funérailles. Ayant hérité de la boutique, elle décide d'honorer la mémoire de son grand-père en livrant sa dernière commande. Une nuit, dans les bois, son chariot est détruit par une bête démoniaque. Ruri récupère la broche et son sac, oubliant totalement le danger. Face à la bête, elle est pétrifiée de peur. Setsu surgit alors, élimine le monstre et s'assure qu'elle va bien. Le prenant pour un bandit, Ruri veut le payer, mais il refuse. Elle cite son grand-père, mais Setsu le traite de vieux fou et la gronde de voyager sans escorte. Alors qu'il part, Ruri tente de l'embaucher. Devant son refus, elle utilise ses yeux doux et finit par le convaincre de l'escorter gratuitement jusqu'au prochain port. Le lendemain, ils arrivent au port de Marzanne. Ils admirent l'essor commercial de la ville. Ruri demande à Setsu s'il est déjà venu ici. Il confirme y être passé avant la fin de la guerre. Ruri cherche un navire pour le royaume des démons, mais après plusieurs refus, elle perd espoir. À ce moment, 3 brutes se disant « chevalier de Distonia » l'arrêtent et exigent ses papiers. Après avoir confirmé qu'elle est bien une marchande, ils veulent voir le contenu de son sac en cuir. Mais Ruri leur dit froidement qu'elle ne peut pas leur montrer, car c'est une marchandise très importante. Les chevaliers tentent de la forcer à ouvrir le sac, mais Setsu les arrête et défie ses bons ariens de l'affronter.
Heureusement pour eux, alors qu'ils allaient tomber dans son piège, une foule se rassemble et insulte les chevaliers, les forçant à battre en retraite. Plus tard ce soir-là, Ruri achète une boîte de sandwich à Setsu pour le remercier de son aide. Mais Setsu la félicite d'avoir tenu tête à ces brutes, rendant Ruri un peu timide. Puis, il demande à Ruri ce qu'elle compte faire maintenant qu'aucun navire ne veut l'emmener au royaume démoniaque. Ruri lui répond, l'air triste, qu'elle continuera à chercher jusqu'à en trouver un. Setsu, la prenant en pitié, lui dit qu'il allait de toute façon sur le continent démoniaque et qu'il serait ravi de l'y emmener gratuitement si elle acceptait de passer la nuit dans une auberge, ne laissant pas d'autre choix à Ruri. À la nuit tombée, après la douche de Setsu, Ruri lui montre la broche que son grand-père lui a confiée, mais pour une raison quelconque, Setsu la reconnaît. Elle lui parle ensuite un peu de son grand-père, ajoutant que dans ces derniers jours, quelqu'un est venu demander la réparation d'une broche qu'il avait faite il y a longtemps. Bien que gravement malade, Ruri dit que son grand-père a réussi à réparer la broche. Mais la nuit de sa mort, il lui a fait la leçon sur la vraie fierté et lui a confié sa dernière tâche. Après son récit, elle donne la boîte à Setsu et se précipite dans la salle de bain pour se doucher. Setsu imprègne alors la broche de magie et réalise que c'est la même broche sur laquelle il avait jeté un sort de protection 5 ans auparavant. À minuit, les 3 chevaliers bruts de tout à l'heure font irruption dans l'auberge et montent dans la chambre de Setsu pour le tabasser. Dès leur arrivée, Setsu attrape Ruri et son épée sacrée, puis saute par la fenêtre pour s'échapper. Les chevaliers le suivent et tentent de lui barrer la route, mais Setsu saute sur la tête de l'un d'eux et continue de narguer les gardes jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse. Peu après, les 3 brutes en tenue de chevalier les rattrapent et exigent qu'ils s'excusent. Mais Setsu les provoque encore plus et saute du mur de la ville, choquant Ruri et les chevaliers. En une fraction de seconde, un grand monstre marin nommé Levia fait surface et attrape Setsu et Ruri. Après s'être excusé d'avoir appelé le monstre si vite, Setsu le fait les transporter au royaume démoniaque. Quant aux 3 chevaliers, ils se sont littéralement fait dessus de choc, réalisant leur chance de ne pas avoir affronté Setsu et décident d'oublier tout ça. Le lendemain, Levia dépose Setsu et Ruri au large et livre une bataille très divertissante contre le Kraken qui ravageait la côte du royaume démoniaque. Après l'avoir massacré, elle reprend sa forme humaine, tachée d'encre de calmar, et Setsu la présente à Ruri comme la légendaire déesse de l'océan. Après, Levia reproche à Setsu de ne pas l'avoir aidé à combattre le Kraken géant plus tôt, mais Setsu dit que c'est parce qu'il a apprécié le combat. Entendant cela, Levia le traite avec colère de personne horrible pour avoir disparu pendant plus de 5 ans, pour ensuite réapparaître et l'utiliser comme son transport personnel. Cependant, avant que Setsu ne puisse répondre, Ruri demande ce qu'il compte faire de l'énorme carcasse du Kraken. Alors Setsu en découpe des morceaux et prépare de délicieux anneaux de calmar que Ruri et Levia apprécient. Maintenant qu'ils sont dans le royaume démoniaque, Levia suggère de s'arrêter au village de pêcheurs voisins de Volsi avant de traverser les dangereuses montagnes d'Evelbaro pour atteindre le château du seigneur démon. Remarquant la confusion de Ruri, Setsu lui dit que le château est sa destination de livraison. Levia ajoute qu'elle se souvient que Dizus avait envoyé la broche en réparation. Confuse, Ruri demande à Levia si elle connaît ce Dizus. Mais quand Levia lui dit que Dizus est leur cher ami et seigneur du royaume, elle décroche. Levia finit son repas et veut repartir, mais Setsu lui demande de l'accompagner. Furieuse, Levia rappelle qu'elle a tenu sa promesse, mais il revient avec une autre femme et la traite comme un simple moyen de transport. Alors que Setsu s'explique, 3 démons surgissent et le critiquent. Pour les faire taire, Setsu leur fourre des anneaux de calamar dans la bouche. Les petits démons adorent et convainquent Levia et Setsu de ramener le Kraken à Volsi pour un festin. Ailleurs, les généraux de Dizus discutent du Kraken qui bloque le commerce. L'un d'eux veut attaquer le calamar. Pendant ce temps, Setsu arrive à Volsi avec la carcasse. Les villageois sont sous le choc et organisent une fête pour célébrer la mort du monstre, offrant à Levia, la tueuse de Kraken, leur meilleur vin. Setsu découpe le calamar à une vitesse folle et Ruri le sert aux villageois. Vlad, garde du corps de Dizus, patrouille près de Volsi. Voyant les lumières, il craint une attaque humaine et court vers le village pour le protéger. Après la fête, Ruri demande à Levia comment elle connaît Setsu. Levia ment, disant qu'elle l'a combattu il y a 5 ans, alors qu'en réalité, il l'a calmée après sa crise de rage et convaincu d'aider à finir la guerre. Ruri la croit et pense que c'est ainsi qu'elle a rencontré Dizus. Levia est confuse, pensant que Setsu était célèbre à Distinia. Ruri réalise enfin que Setsu est le célèbre héros. Levia se plaint ensuite de la disparition de Setsu et du fait qu'il l'utilise comme un bateau. Elle le regarde distribuer les calamars, et Ruri pense qu'elle est amoureuse. Levia dément,
puis Vlad surgit pour détruire les humains, avant de réaliser son erreur. Plus tard, alors que Levia mange du poisson, Vlad arrive. Il lui demande pourquoi elle est là, puis Setsu se présente et demande si Vlad est venu à cause de la guerre. Vlad explique qu'il cherchait l'aide de Levia, mais puisque Setsu est là, il les supplie de sauver le seigneur des démons. Le seigneur est forcé d'épouser un riche marchand nommé Teren via une malédiction. Vlad ajoute que les humains ont relancé la guerre en envahissant leur royaume avec des titans. Setsu doute, car la même chose est arrivée à Distinia. Vlad ajoute que Teren a proposé d'arrêter la guerre si le seigneur l'épousait, ce qui semble très louche. Setsu s'en prend à Vlad, lui reprochant d'avoir laissé Dizas s'asservir pour la paix. Levia les arrête et dit à Setsu qu'ils doivent la sauver. Setsu et Levia courent à travers la jungle vers le château du seigneur démon. En chemin, une meute de loups les encercle. Mais Levia les détruit facilement et demande à Setsu ce qu'il fera au château. Setsu dit qu'il fera exploser le mariage. Levia demande comment arrêter la guerre sans le marchand. Setsu répond qu'il le soupçonne d'être derrière tout ça. Voyant sa confusion, Setsu lui rappelle ce que Vlad a dit sur l'attaque humaine et qu'il a vu la même chose à Destinia. Ce Teren, qui a surgi en offrant la paix pour la main de Dieses, doit connaître le cerveau. Ils vont découvrir ce qu'il sait vraiment. Une autre meute de loups les attaque, mais Levia les détruit, choquant Setsu. Il continue de courir jusqu'au château du seigneur démon. Pendant ce temps, Dizas se souvient qu'il y a des années, elle était épuisée par une guerre sans fin contre les humains. Setsu est alors apparu, l'a vaincu et a proposé une ère de vraie paix. Dizas accepta son offre. Setsu lui donna une broche spéciale, signe de leur réconciliation, qu'elle accepta. Hélas, des mois après la guerre, Vlad dit à Dizas que Setsu avait disparu. Dizas refusa de rompre sa promesse à Setsu de préserver la paix. Elle ordonna à Vlad de reconstruire leur nation. 5 ans plus tard, Dizas se promène sur la place du marché avec Vlad, voyant son peuple et profitant de cette paix durable. Soudain, la broche qu'elle porte se fissure, la rendant triste. Vlad lui parle d'un célèbre bijoutier à Distinia qui peut la réparer. Elle le presse de l'envoyer. Quelques nuits plus tard, un soldat informe Dieses qu'une armée destinienne les envahit. Choqué, Dieses prépare son armée à la riposte, puis envoie 2 émissaires démons à Destinia pour enquêter sur cette attaque, afin de tenir sa promesse de paix à Setsu. 1 mois plus tard, Dizas manque d'options. Ses émissaires ne sont toujours pas revenus de Destinia. Soudain, Vlad arrive et l'informe que Teren, le riche marchand, est là pour la voir. Dizas décide de le rencontrer. Pendant la réunion, l'arrogant dit à Dizas qu'il utilisera sa compagnie pour finir la guerre avec Destinia, en échange de sa main pour un mariage d'esclavage. Dizas refuse. Mais Teren présente le collier maudit, choquant Vlad et les autres, et lui dit que la balle est dans son camp. Vlad tente de rejeter la demande. Mais à sa surprise, Dizas demande à Tarin du temps pour y réfléchir. Tarin s'en va. Plus tard, Vlad rend visite à Dizas et tente de la convaincre de ne pas céder à Teren, affirmant qu'il se sacrifiera pour défendre son trône. Mais Dizas lui dit qu'elle a déjà pris sa décision. Elle va à la fenêtre s'apitoyer, tandis que Vlad part en colère. À la nuit tombée, Taron, en calèche avec son associé secret, lui demande s'ils peuvent enfin arrêter cette mascarade de guerre, le royaume démoniaque étant bientôt à eux. Quand l'homme masqué refuse, Tarin demande pourquoi il ne recule pas. Il répond que c'est la volonté de son maître. Le jour du mariage, humains et démons se réunissent dans l'auditorium pour assister à l'union de Tarin et Dizas. Dizas s'avance dans l'allée, vêtu d'une robe blanche peu flatteuse, et se présente devant Tarin et le prêtre. Au moment des vœux, Tarin sort le collier maudit, le montre à l'assemblée et fait un discours agaçant sur son futur règne, faisant de Dizas son esclave pour apporter une paix éternelle. Heureusement, alors qu'il s'apprête à l'enfermer à jamais, Setsu surgit par la fenêtre, atterrit sur l'autel et dit à Dizas qu'il est là pour la sauver. Choqué, Tarin ordonne à ses gardes de l'attaquer, mais Levia les pulvérise avec ses jets d'eau. L'associé secret de Tarin apparaît alors et piège Levia avec une technique d'ombre. Il l'attaque avec des pics magiques, mais Setsu les détruit en un instant, surgit derrière lui et le neutralise. Quelques secondes plus tard, l'associé se relève, parle de faire son rapport et attaque à nouveau Setsu. Mais Setsu détruit ses pics d'ombre et le projette violemment contre le mur. Comprenant qu'il ne peut battre Setsu, le lâche détruit le mur et s'enfuit. Aussitôt, Dizas serre Setsu dans ses bras, en larmes, lui disant à quel point il lui a manqué. Pendant que Setsu la réconforte, Levia désigne les gardes de Tarin. En les examinant, il découvre qu'il s'agit de soldats magiques créés par des malédictions. Setsu ramasse le collier maudit et le détruit, comprenant que Thomas est le cerveau derrière cette fausse guerre.
Dizas propose de l'aider à le retrouver, mais Setsu doit d'abord voir Régulus, le roi des hommes bêtes, et lui demande de gérer le royaume. Vlad et Ruri entrent en trombe dans l'auditorium. Tandis que Vlad s'affole des dégâts, Ruri s'approche de Setsu et lui donne la boîte à broches pour qu'il l'offre lui-même à Dizas. Setsu attache la broche au collier de Dizas, qui est ravi de retrouver son prince charmant. Peu après, Setsu et Levia rejoignent Dizas, Vlad et Ruri, promettant de l'emmener où elle veut une fois la guerre finie. Ruri annonce alors que Dizas l'a autorisé à ouvrir une boutique dans le royaume, un rêve devenu réalité. Mais Setsu interroge Dizas pour s'assurer qu'elle est vraiment d'accord. Après confirmation, il tape dans la main de Vlad, fait ses adieux et quitte le château avec Levia. Des années plus tôt, sur Terre, la mère de Setsu voulait le présenter à Yuhi, mais Setsu a refusé. Yuhi le trouvait arrogant, mais en apprenant à le connaître, elle a découvert sa gentillesse. Un soir, en rentrant de l'école, Yuhi voit une affiche pour un cours d'été et lui dit qu'elle aimerait aller dans la même école que lui. En chemin, Yuhi demande timidement ce qu'il en pense, mais notre protagoniste idiot lui conseille de viser une école plus simple pour ne pas se compliquer la vie. Déçu, Yuhi s'en va et commence à suivre des cours du soir seule. Quelques semaines plus tard, dans un parc, elle apprend qu'elle a échoué. Alors qu'elle rentre chez elle, honteuse, 3 brutes lui barrent la route et tentent de la forcer à rejoindre leur gang. Heureusement, Setsu arrive et les chasse. Une fois seule, il demande à Yuhi ce qu'elle compte faire maintenant qu'elle connaît ses limites. Après un silence, Yuhi insiste pour aller dans son école. Setsu décide de l'aider à réussir ses examens et elle est ravie de l'avoir à ses côtés. Elka et Glynn entraînent les recrues à la magie. Quand vient le tour de Yuhi, elle pulvérise sa cible, laissant tout le monde sous le choc. Yuhi demande à Elka et Glynn s'ils sont les compagnons de Setsu. Glynn confirme. Elka exprime son respect pour Setsu et son désir de le suivre, puis pousse Yuhi à poser sa question. Yuhi veut un entraînement spécial pour épauler Setsu. Elka est surprise, mais lui donne rendez-vous sur les remparts du château à la tombée de la nuit. Elka lui explique l'état d'esprit nécessaire. Yuhi, consciente de sa faiblesse, la défie en duel. Elka l'attaque au corps à corps, puis utilise la magie de glace. Yuhi détruit la glace par le feu, mais Elka reprend le combat. Elle s'arrête et assure à Yuhi qu'elle est assez forte pour se battre, mais qu'il lui manque une chose. Pour l'aider, Elka l'emmène dans les égouts infestés de monstres. Yuhi affronte une créature. Terrifiée, elle réussit à lancer un sort de feu et crie « Victoire trop vite ». Le monstre mord son bâton et la blesse au bras, mais Yuhi le repousse avec un autre sort. Elka lui ordonne alors d'en finir. Yuhi hésite. Elka lui explique qu'il lui manque la volonté de tuer pour protéger son royaume. Yuhi se remémore alors la bataille du jour de leur invocation. Elka achève le monstre et s'en va, laissant Yuhi dévasté. Le lendemain, Théa soigne sa blessure et lui dit qu'Elka est dure avec elle car elle veut qu'elle puisse protéger Setsu. Théa demande pourquoi elle veut tant rester avec Setsu malgré les risques. Yuhi répond qu'elle veut l'aider, car il a toujours été là pour elle. Théa lui souhaite bonne chance. En partant, elle dit à Elka de ne pas forcer Yuhi à tuer, car elle finira par trouver sa propre résolution toute seule. Plus tard, Glynn trouve Yuhi seule et lui demande si ses leçons avec Elka l'inquiètent. Il la rassure, hésiter à ôter une vie est tout à fait naturel. Yuhi demande à Glynn comment il a trouvé sa détermination. Il répond qu'il a choisi de faire souffrir les autres plutôt que de voir ses proches souffrir. Il lui conseille de trouver sa propre voie. Peu après, Yuhi a une révélation. À l'entraînement, elle pulvérise sa cible d'un sort de feu colossal, stupéfiant Elka, Théa et Glenn. Le soir, Yuhi ramène Elka aux égouts, disant avoir trouvé sa raison de combattre. Quand le crocodilo bombardier Léo approche, elle demande à Elka de regarder et l'incendie. Elka salue sa détermination, mais Yuhi précise que le monstre vit encore. Elle a décidé de gagner sans tuer. Impressionnée, Elka l'exhorte à devenir plus forte, ce qu'elle promet. Le lendemain, Glenn annonce le départ à l'aube pour Eviolteon, la nation démoniaque, pour leur première campagne. Yuhi reste seule, déterminée à se battre pour son cher Setsu. À des centaines de lieues, Setsu et Levia vont vers la mer. Il se plaint de sa paresse et de sa gourmandise. Elle répond qu'elle profite avant qu'il ne l'utilise comme bateau. Setsu veut qu'elle utilise la téléportation, mais Levia refuse, disant que c'est trop dur. Elle réclame des ancas pour continuer à se détendre. La calèche s'arrête. Alizée, une ancienne connaissance, monte avec sa sœur Amel. En voyant Setsu, elle le reconnaît comme son maître d'il y a 5 ans et pleure de joie. Setsu présente Alizée à Levia comme son ancienne élève. Après avoir raconté ses 5 dernières années, il lui propose de l'accompagner sur le continent des hommes bêtes.
Alizée refuse, elle a des ennuis. Depuis le départ de Setsu, elle enchaînait les contrats de chasse aux monstres jusqu'à ce qu'elle accepte de tuer un dragon pour un village. Le chef l'a logée chez Amel. En dînant, Alizée demande à la fillette si elle vit seule, mais Amel explique que la maison appartenait à son frère. Elle raconte que son frère l'a recueillie il y a 2 ans. Tout allait bien, mais le jour où le dragon est apparu, il a disparu sans laisser de traces. Touchée, Alizée décide de rester pour jouer le rôle de grande sœur. Setsu demande si le frère a été tué par le dragon. Alizée répond que ce n'est pas si simple. À chaque attaque, d'autres villageois disparaissaient. Alizée explique que d'habitude, on trouve des traces de combat après le passage du dragon. Mais cette fois, rien. Comme si les gens avaient été enlevés par des esprits. Alizée raconte avoir désactivé la barrière protectrice du village pour attirer le dragon et le vaincre. Amel était terrifiée. Mais rassurée par Alizée, elle lui a offert un papillon avant de partir en chantant. Le soir même, quand le dragon est apparu, Alizée l'a dominé et blessé à l'épaule, le forçant à fuir. Alizée l'a poursuivi pour l'achever. Mais l'ayant perdu de vue, elle est revenue au village et a découvert que tous les habitants avaient disparu. Dévastée, elle a retrouvé Amel seule et en pleurs. Elle a donc pris cette calèche pour aller en ville et la faire soigner. Alizée demande alors à Setsu et Lévia s'ils comprennent pourquoi les villageois ont disparu. Bien qu'ils l'ignorent, ils proposent leur aide, ce qui la ravit. Pour comprendre, Lévia suggère en plaisantant qu'ils ont été enlevés pour jouer des zombies, mais Setsu réfute ces idées farfelues. Elle suggère ensuite les sirènes, mais Setsu rappelle que le village est en montagne. Emel ajoute que les monstres marins ont une odeur distincte, ce qui invalide l'hypothèse de Lévia. Setsu évoque alors des extraterrestres, mais Lévia le rappelle à l'ordre. Il demande ensuite à Lévia si elle pourrait faire disparaître les villageois sans laisser de traces, ce qu'elle nie. Perplexe, Alizée demande à Lévia si elle est un dragon, mais elle révèle être la déesse des mers. La calèche s'arrête à cause de l'orage, et Setsu demande pourquoi le dragon attaquait sans cesse. Lévia répond que c'était sans doute attiré par une immense puissance magique. Quelqu'un a dû utiliser une magie puissante au village avant son arrivée. Il demande alors à Alizée et Amel pourquoi les villageois ont disparu. Avant qu'elle ne réponde, Setsu demande à Lévia si la magie de transfert nécessite beaucoup de mana. Elle confirme. Setsu conclut que les attaques ont eu lieu après les disparitions. Qui utilisait donc cette magie? Il rappelle que ce sort demande beaucoup de temps de préparation. Selon l'histoire d'Alizée, Amel est arrivée il y a 2 ans, c'est donc elle la coupable. Amel proteste, mais Setsu souligne qu'elle connaissait l'odeur des monstres marins sans savoir que Lévia était une déesse. Amel se transforme en dragon, détruit la calèche et crache du feu sur Setsu. En esquivant, Setsu voit Alizée cachée et l'exhorte à sortir pour combattre. Le dragon tire sur Alizée, mais elle dévie le tir. Elle rejoint Setsu et fait glisser le dragon. Lévia imprègne l'épée de Setsu d'eau et il tranche la prochaine attaque de feu. Alizée poignarde le front du dragon qui explose en poussière d'or. Plus tard, Lévia demande à Setsu s'il est prudent de laisser Alizée seule, mais il la rassure. Pendant ce temps, Alizée revient à la maison d'Amel et découvre Amel cachée avec plusieurs dragons. Sous le choc, elle tire son épée et demande comment elle a survécu. Amel la traite d'idiote si elle croit que cette attaque a suffi. Alizée demande où sont les villageois, mais Amel révèle qu'elle les a changés en titans de guerre et que son vrai nom est Maliwar, la maîtresse des monstres, celle dont parlait Thomas. Le lendemain, sur le continent des hommes-bêtes, Shiro, une aventurière mignonne, est couverte de cadeaux par les marchands pour avoir sécurisé les routes. Un peu dépassée, elle les remercie chaleureusement et rentre chez elle escortée par des enfants. Le soir, en rentrant, elle dépose la nourriture et salue sa sœur aînée malade, Meniko, qui la félicite pour ses cadeaux. Mais alors que Shiro s'apprête à partir, Meniko est prise d'une violente quinte de toux. Elle se précipite pour lui donner un médicament. Une fois calmée, Shiro la serre fort dans ses bras et lui promet de la guérir quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Setsu arrive en ville avec Lévia pour louer un bateau, mais le castor refuse et lui dit de déguerpir. Il suggère à Lévia de les transporter dans les terres, mais elle explose de colère, épuisée par le dernier voyage. Setsu s'excuse alors et lui caresse la tête. Lévia promet de l'aider le lendemain, mais le batelier annonce qu'un bateau sera disponible. Pendant ce temps, Shiro échange des restes de monstres contre des médicaments chers auprès de Kuroinu, l'aubergiste, et la remercie pour son aide. Kuroinu lui caresse la tête, ce qui surprend Shiro. Elle lui donne ensuite un avis de recherche sur Setsu, lui promettant une fortune si elle parvient à l'assassiner. Avant que Shiro ne réponde, Setsu et Lévia entrent pour louer une chambre. Shiro s'éclipse.
Après avoir vu l'état de sa sœur au dîner, elle décide d'accepter le contrat. À minuit, elle retrouve Kuroinu, qui lui demande si elle hésite encore. Shiro confirme sa décision, mais confie à Kuroinu qu'elle la considère comme une grande sœur pour tout ce qu'elle fait pour elle. Shiro demande timidement si elles pourront vivre au calme avec Meniko. Kuroinu accepte, à condition que le travail soit fait. Shiro prend la clé de la chambre de Setsu et s'y faufile. Elle frappe Setsu, mais réalise qu'il s'agit d'un leurre. Setsu surgit derrière elle, l'expulse par la fenêtre et lui demande si elle travaille aussi pour Toma. Shiro nie connaître Toma, active sa transformation et lance une boule de feu. Setsu bloque l'attaque et lui assène une gifle pour lui remettre les idées en place, la mettant KO. Il détecte une aura maudite sur elle et sent quelque chose de louche. Pour enquêter, il décide de la ramener chez elle. À son réveil, Shiro veut attaquer, mais Meniko l'arrête, expliquant que Setsu l'a ramenée après l'avoir trouvée inconsciente. Shiro remercie Setsu de son aide, mais Setsu, ayant déjà compris, leur révèle que l'état de Menoko n'est pas une maladie, mais une malédiction, les choquant. Pour le prouver, il imprègne le collier de Menoko de magie de lumière, activant le miasme de la malédiction qui l'entoure. Levia conclut que Toma est derrière, Setsu l'exhorte à sauver Menoko d'abord. Shiro lui prend la main, le suppliant de sauver sa sœur à tout prix. Setsu, pris de pitié, lui caresse la tête, jure de la sauver, et dit à Menoko de se préparer au sort de purification. Puis, il fait allonger Menoko, invoque Gluton et lui ordonne de consumer le miasme. L'épée dévore la malédiction quand Kuroinu apparaît, en ninja, et lance un kunai sur Setsu pour l'arrêter. Shiro encaisse le coup, permettant à Setsu de continuer. Levia, sachant le danger d'arrêter la purification, repousse Kuroinu avec sa magie de l'eau et l'affronte. Après quelques mots, Kuroinu entoure Levia de clones et l'attaque. Levia les détruit tous avec sa magie de l'eau, repoussant la vraie Kuroinu et la projetant au sol. Elle lui demande ce que Toma cherche, promettant de l'épargner si elle répond honnêtement. Kuroinu allait répondre quand Shiro apparaît, lui demandant pourquoi elle les a trahis. Irritée, Kuroinu la traite de minable et lui dit de ne plus l'appeler. Elle révèle à Levia le vrai but de Toma, devenir un dieu et détruire toutes les espèces. Levia a du mal à le croire. Alors qu'elle pose une autre question, Kuroinu disparaît dans une lumière vive. Setsu et Menoko arrivent. Shiro serre sa sœur, enfin guérie. Des heures plus tard, Setsu et Levia naviguent vers la capitale royale. Ils voient Shiro et Menoko près d'une rampe et s'arrêtent. Le duo les supplie de les emmener à la capitale royale. Setsu et Levia les laissent monter. 5 ans plus tôt, Setsu a entraîné Roa, la fille du roi bête. Elle ne l'accepterait comme maître qu'en le battant. Setsu, par respect, a salué son courage et accepté son défi. Actuellement, les sujets du roi bête se disputent au Sénat sur la suite de la guerre. Un homme bête suggère de maîtriser démons et humains. D'autres soutiennent que protéger fierté et citoyens est prioritaire. Le roi Régulus, lui, reste assis, méditant, jusqu'à ce que ses oreilles captent un son familier. Il le reconnaît et en informe Roa, assise à ses côtés. Elle se précipite pour vérifier. Setsu arrive au port de la capitale avec Shiro, Levia et Menoko et discute avec les gardes pour qu'ils les laissent entrer, car il est ami proche de Régulus. Les gardes refusent. Roa leur saute dessus, les assomme. Elle sent les phéromones de Setsu et réalise qu'il est de retour. Elle serre Setsu fort, choquant Menoko et Shiro, et tente de l'attaquer. Setsu lui saisit le bras et la plaque au sol. Puis, main dans la main, ils vont au trône de Régulus. Setsu caresse les joues de Roa, la faisant gazouiller. À leur arrivée, Régulus attaque Setsu pour le saluer, mais Setsu le plaque au sol et échange quelques rires. Régulus défie Setsu en duel pour son retour, mais Setsu dit être là pour discuter de la guerre humain-démon. Il explique que Tama est vivante et compte détruire le monde. En l'apprenant, Régulus propose de s'allier à Setsu pour combattre Tama, mais Setsu lui dit de rester et de laisser Roa l'accompagner. Alors que Régulus allait répondre, Ruga, le fiancé de Roa, apparaît, interrompt leur conversation et conseille à Régulus de ne pas risquer leur force pour d'autres nations. Régulus lui rappelle que Setsu est aussi leur camarade, mais Ruga soutient qu'on ne peut savoir si Setsu est toujours de leur côté, surtout après 5 ans d'absence. Régulus, d'accord, autorise Ruga à défier Setsu en duel. Le vainqueur épousera Roa. Setsu tente de s'y soustraire, mais ce crétin à tête d'oiseau lui dit de le retrouver à l'arène le lendemain midi. Régulus s'excuse auprès de Setsu pour le désagrément et promet une armée et une compagne s'il gagne. Mais Roa s'accroche à Setsu et dit à son père que Setsu est le seul homme, à part lui, qu'elle appellera volontiers papa. Cette nuit-là, Roa va voir Ruga dans ses quartiers. Elle le prévient de se retirer du combat, sinon Setsu lui brisera les os.
Mais Ruga refuse, par fierté. Il montre à Roa une rune magique sur son épaule, d'un mage, qui convertit la volonté en force brute. Il veut submerger Setsu avec ce pouvoir pour la protéger. Attristé, Roa quitte ses quartiers, expliquant que son ego dégoûtant l'a empêché de l'aimer. Le lendemain, des dizaines de personnes se rassemblent à l'arène pour le duel Ruga-Setsu. Setsu est choqué par l'affluence. Roa, l'insolente, l'approche et lui dit d'assommer Ruga pour elle, devant lui. Ruga fonce sur Setsu et l'attaque. Setsu esquive et pare ses coups sans effort, laissant Ruga sous le choc. Enragé, Ruga passe en mode bête. Setsu l'attrape par la queue et le projette au sol. À sa grande surprise, la foule, Roa incluse, exulte. Setsu demande à Régulus d'arrêter le duel pour emprunter Roa et partir. Ruga se relève. Setsu l'exhorte à abandonner pour ne pas perdre Dora. Mais Ruga, fou de rage, se souvient de sa jalousie envers Setsu et Roa. La malédiction de sa rune magique le submerge et le transforme en loup démoniaque. Après sa transformation, il projette Setsu contre le mur d'un souffle. Régulus annule le duel et évacue le public. Lévi donne à Setsu son épée sacrée qu'il utilise pour taillader Ruga. Ruga l'attaque encore. Setsu lui tranche le bras droit, mais il repousse et se déchaîne. Roa entre aussitôt dans l'arène et tente de maîtriser le pauvre, mais Setsu lui dit qu'il a un plan risqué pour le libérer de la malédiction. Roa promet de le protéger pendant qu'il active le sort. Setsu va invoquer Gluton, mais l'arène s'emplit de brume. La tête de Ruga se vaporise, le tuant. Thomas en émerge pour saluer Setsu. Pendant qu'il divague, la gamine le confronte. A-t-il piégé Ruga avec sa malédiction ? Thomas, irrité par Roa, tend la main pour l'anéantir. Setsu le réprimande. Thomas, déçu de le voir protéger quelqu'un d'autre, promet de le rendre heureux en détruisant tout le monde pour qu'ils soient enfin ensemble. Setsu lui ordonne de se taire et jure de l'abattre. Mais Thomas rappelle que Destinia a envahi le continent démoniaque et demande s'il pourra vraiment protéger tout le monde. Cela dit, Thomas prend congé et disparaît, laissant le cadavre de Ruga. Peu après, Setsu retrouve Régulus qui s'en veut pour le duel. Setsu lui dit de ne pas traîner et part pour le continent démoniaque. Régulus promet de le soutenir, Setsu le salue, puis va voir Roa dans l'arène. Il lui demande si elle va bien, elle l'assure qu'elle pleurera Ruga plus tard. Il y a 10 ans, Setsu et Thomas furent invoqués à Destinia comme héros contre le royaume démoniaque. Le roi les accueillit, mais Setsu refusa d'aider, ne voulant pas porter leurs problèmes aux grandes dames du roi. Peu après, alors que Setsu s'entraîne, Thomas demande comment il reste si calme après avoir été jeté dans ce monde. Setsu répond qu'il se concentre sur sa force. Thomas avoue sa peur de mourir, mais Setsu dit que se plaindre est inutile et que ne rien faire est pire. En rentrant, Setsu reconnaît ses craintes et lui demande de l'aider à stopper la guerre. Effrayé, Thomas hésite, mais Setsu le convainc en promettant de le protéger, le qualifiant de seul allié. Quelques mois plus tard, Setsu, plus fort, prépare son voyage pour explorer le monde. Thomas, toujours pleurnichard, refuse de le suivre, mais promet de devenir assez fort pour stopper la guerre. Le soir, il regarde tristement son seul allié partir, avec Glynn, Elka et Théa. Le temps passe, Thomas devient un chevalier, le héros d'argent. Après sa prestation de serment, il contemple le ciel avec son escouade et dit à Setsu qu'il se rapproche de leur promesse. Quelques semaines plus tard, Thomas mène son armée, prend une forteresse et massacre les démons. Il tombe sur une salle sacrée avec un autel et 2 prêtres démons qui hurlent de peur. Après les avoir tués, il ordonne à son subordonné de regrouper les survivants. Alors qu'il allait partir, une lumière brille et une voix divine parle de faiblesse et d'humains indignes d'exister. Perplexe, Thomas voit un pendentif maudit suintant la miasme. La voix dit lire l'envie et la haine dans son cœur. Imperturbable, Thomas veut partir, mais le collier insiste sur ses désirs. La voix promet de réaliser ses désirs par le pouvoir. Thomas se souvient de la tristesse du départ de Setsu. Possédé, il cède à la tentation et prend le collier. Peu après, Thomas se réveille parmi les cadavres de ses hommes. Il marche, écrase les lunettes d'un subordonné, se souvient de leur dernière discussion et continue d'avancer pour combattre. Un chevalier l'informe qu'un traité de paix est en vue. Alors qu'il va répondre, une calèche passe. Il y voit Setsu, riant avec Elka, Klein et les autres. Setsu croise le regard de Thomas un instant, mais l'ignore et continue de parler. Après la signature du traité, Glenn inaugure un monument et lance les festivités. Le soir, Thomas rejoint Setsu sur les remparts pour le féliciter. Alors qu'il veut évoquer leurs promesses, Elka appelle Setsu pour la fête, mettant fin à leur échange.
Toma le retient, lui parle de ses efforts pour Destinia et d'un moyen de rentrer sur Terre. Setsu refuse, fasciné par ce monde, ce qui dévaste totalement Toma. Sombrant dans le désespoir, la voix maléfique du cristal transforme ses émotions en magie noire et le possède. Transformé, Toma jure de tout détruire pour ramener Setsu à son état initial. Il libère une vague de magie noire, forçant Setsu à parer avec Gluton. Toma l'attaque comme un fou, tandis que Setsu tente de l'épargner. Mais face aux menaces de Toma, Setsu riposte et le renvoie dans son monde par une explosion de mana. Toma s'effondre dans sa forteresse, abandonne le cristal et se laisse mourir. Le cristal s'anime et lui montre des vagabonds torturés par des médecins pour des recherches. Après avoir électrocuté un patient, il suspend une victime au-dessus d'acide. Toma réalise qu'il n'est pas seul dans sa haine. Il détruit le labo, recrute les vagabonds et les hommes bêtes pour détruire le monde ensemble. La flotte de Destinia approche du royaume démoniaque. Thea détecte la magie de Toma sur le continent. Glenn et elle concluent que Toma est derrière cette guerre. Impossible de révéler la vérité sans passer pour des espions. Glenn s'inquiète pour Setsu, mais Yui est certaine qu'il fait tout pour arrêter ce conflit. Il décide de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Setsu. Après un cri de guerre, il débarque et lance l'assaut sur la forteresse démoniaque. Les démons ripostent avec des tirs de plasma. Glenn et son escouade contournent le flanc pour frapper l'ennemi. Les mages humains détruisent les murs ennemis. Les démons intensifient leurs attaques magiques, causant les premières pertes humaines. Théode et Elka ordonnent aux élèves de ne pas s'éparpiller et d'attendre le bon moment. Glenn, Elka et Thea lancent leurs sorts, tandis que les élèves chargent. Yui sauve une camarade menacée par un démon. Plus tard, elle voit des garçons de sa classe, effrayés, mais prêts à achever un démon blessé. Elle leur crie de l'épargner, mais ils rétorquent que ce n'est pas Clash of Clans, c'est la guerre. Pourtant, Yui leur dit que tuer un soldat blessé est mal. Le rire agaçant d'Amel résonne, elle invoque des titans blindés, et sa nouvelle marionnette, Alizée, via des cercles magiques, pour reprendre le combat. Voyant cela, les humains demandent d'où vient Alizée, mais elle les attaque. Elka gèle les titans blindés qui attaquent, et Glynn les découpe, réalisant qu'il y a des gens à moitié morts à l'intérieur. Alors qu'il se demande qui a fait ça, Amel apparaît près d'Alizée. Glynn, Elka et les autres les reconnaissent. Elka demande à Amel ce qu'elle a fait à Alizée. Amel dit l'avoir transformée en poupée et les exhorte à se laisser transformer aussi. Irritée, Elka les attaque, mais Alizée bloque, la faisant reculer. Amel se tranche les poignets, asperge le sol de son sang et utilise le mana concentré pour invoquer 4 bêtes magiques. Aussitôt, 2 bêtes attaquent Elka et Glynn, mais elle les repousse. Amel ordonne à l'autre bête d'attaquer, mais Glynn bloque et Thea la détruit. Alors qu'il s'apprête à abattre la dernière bête, Yui revient après l'avoir tuée, ramenant Amel à 0. Furieuse, Amel ordonne à Alizée de les détruire, mais Glynn fonce et assomme Alizée. Elka poignarde l'organe magique d'Amel pour qu'elle ne puisse plus jouer avec la vie des gens, la laissant saigner. Refusant de mourir, Amel utilise l'organe magique supplémentaire gravé par les sorciers pour en faire l'arme ultime et active le sort de rupture de limite. Avec ce sort, elle invoque une chimère à 3 têtes et fusionne son corps avec le leur, alimentant sa magie avec sa force vitale et sa haine. Elle les attaque avec 3 faisceaux de plasma rouge. Thea et Yui lancent un bouclier qui bloque l'attaque. Le groupe d'Elka est à bout, Amel contrôle ses bêtes pour la prochaine attaque. Avant qu'elle ne tire, Alizée apparaît derrière Amel et poignarde son organe magique. Amel meurt, Alizée la serre, se souvient de leur rencontre et fait regarder Amel et sa chimère se transformer en pierre. Elka et Glynn administrent de la magie de guérison à Elysian et soupirent. Pensant être hors de danger, le collègue d'Amel, Scarface, sort de la rivière, furieux qu'Amel ait été vaincu, et défie le groupe d'Elka. Vu leur fatigue, Yui se porte volontaire pour mener l'attaque contre Scarface. Elka lui dit de reculer, c'est trop dangereux, mais Yui les convainc de l'affronter pendant qu'ils la soutiennent. Heureusement, alors que leur duel commence, Setsu arrive avec style, félicite Yui d'avoir retenu Scarface et lui dit qu'il prend le relais. Yui s'accroche à lui, mais Setsu la presse de se calmer pour le combat. Après s'être détaché, Yui se met à 4 pattes et demande à Setsu de s'asseoir sur son dos, mais Setsu lui tape le front et lui dit de lui laisser de l'espace. Scarface retire sa cape et Setsu le reconnaît comme l'homme de l'ombre de Dizus. Après ces retrouvailles, Scarface s'enveloppe de miasmes et demande à Setsu pourquoi il protège les faibles. Setsu répond qu'il se moque de la force ou du plaisir. Furieux, Scarface jure de détruire le monde et le combat commence.
Ailleurs, Kurohino neutralise des soldats pour les empêcher de fuir, jusqu'à l'arrivée de Shiro et Menako. Elle tente d'abord de la raisonner par la parole. Mais Kurohino, agacée par leur bavardage, les attaque au kunai et leur dit de mourir si elle la voit vraiment comme leur grande sœur. Mineko et Shiro refusent de se laisser faire et engagent le combat au corps à corps. Après avoir esquivé, Kurohino les entaille presque simultanément. Mais Shiro frappe son genou pour la déséquilibrer et Moneko lui assène un coup de genou qui l'envoie au sol, la mettant KO. Hélas, alors qu'elle se croyait en sécurité, Kurohino saisit Moneko avec ses 4 bras monstrueux et plaque Shiro au sol. Elle active alors son Limit Breaker, allonge ses membres et roue Shiro de coups jusqu'à l'évanouissement. Peu après, Shiro se réveille. Kurohino la condamne à persister dans cette illusion de fraternité et lui ordonne de ne jamais regretter de l'avoir vue comme une sœur. Elle lance alors tous ses bras à l'assaut. Esquivant tout, Shiro bondit vers Maneko, la touche et fusionne avec elle en une bête plus puissante. Elle se libère des entraves, surgissent derrière Kurohino, la stupéfiant et la terrifie d'un regard mortel. Désespérée, Kurohino crée plus de bras, mais elle les repousse avec la technique ultime de la bête de vent et lui arrache ses extensions, la faisant tomber. À bout de temps, Kurohino fonce, mais elle frappe son ventre et se sépare. À l'agonie, Kurohino exprime son dégoût face à leur complicité, ce qui touche Shiro et Menako. Sur le front, des démons attaquent Vertos, un jouet de Toma, mais découvre que son corps est dur comme le fer. Vertos retire son déguisement, terrasse les démons et les provoque. Mais Roa surgit, lui assène un coup de poing puissant et ressent une douleur atroce dans son poing. Vertos se relève, la réprimande et révèle que son corps de fer vient d'expériences atroces subies jusqu'à ce que Toma le sauve. Roa s'emporte, mais Vertos se fiche que Toma détruise le monde et insulte Ruga. Furieuse, Rola fonce sur Vertos et lui donne un coup de pied violent, se blessant à la jambe. Elle le condamne pour ses propos sur Ruga et jure, sur son honneur de fille du roi des bêtes, de l'écraser. Elle imprègne ses points d'énergie magique, mais Vertos se transforme en bille de fer et la frappe de partout, la mettant KO. Alors qu'il part, Roa se relève, booste ses capacités avec sa magie dorée et charge. Vertos l'attaque avec ses billes, mais Roa fonce à travers, le choque et le frappe. Vertos durcit son corps, mais Roa le plaque au sol et le roue de coups jusqu'à fissurer son armure. Furieux, Vertos fait jaillir des pointes de son corps et transperce Roa. Malgré cela, elle arrache les pointes et utilise ses dernières forces pour perforer l'estomac de Vertos avant de s'effondrer. Quelques secondes plus tard, Vertos s'approche du corps de Roa, soigne ses blessures avec sa magie de guérison et lui dit qu'il veut qu'elle et son orgueil insensé vivent. Alors qu'il s'effondre et qu'elle se réveille, Setsu et Scarface s'affrontent jusqu'à ce que Scarface piège Setsu avec son jutsu de possession d'ombre et l'attaque. Setsu se libère et bloque l'attaque. À ce moment-là, Setsu exhorte Scarface à abandonner et à lui livrer Tomo pour qu'il puisse vivre et combattre un autre jour. Mais Scarface rit et active le Limit Breaker, couvrant tout son corps de ce qui a amour. Ensuite, il attaque Setsu, mais Setsu l'esquive et lui assène un puissant coup d'épaule avec sa lame sacrée, réalisant que l'armure a absorbé l'énergie. Scarface repousse alors Setsu et lui dit qu'il n'a aucune chance contre lui dans son état actuel. Réalisant qu'il a raison, Setsu se charge d'une aura rouge de rage familière et attaque Scarface avec une entaille aérienne. Après avoir été touché, l'armure de Scarface est détruite et Setsu le prévient de ne pas bouger s'il ne veut pas mourir. En entendant cela, Scarface lui dit qu'il ne peut pas abandonner et perdre, même si cela signifiait se sauver, car ils n'ont été créés que comme des armes sans place dans la société. Il charge alors Setsu avec une intention meurtrière, mais Setsu l'achève d'un coup final. Pendant ce temps, Toma arrive au palais de Dizus. En entrant, il sent la force vitale de ses subordonnés disparaître de la terre et révèle sa position à Setsu, qui le sent immédiatement. Il entre ensuite dans les appartements privés de Dizus, la trouve en train de discuter des dettes de ses subordonnés avec Levia, tire son épée maudite, libérant une énorme explosion de magie noire, et promet de leur montrer ce qu'est le vrai désespoir. Peu après, Setsu arrive au quartier de Diz pour la trouver, elle et Levia, ligotées, avec Toma à leur côté. En le voyant, Toma recommence à jacasser sur le fait de les assassiner, mais Setsu attaque immédiatement et Toma bloque le coup. Après cela, le duo échange quelques mots de plus et Setsu se jette sur Toma. Après l'avoir éloigné des filles, Setsu déchaîne son pouvoir magique et Toma fait de même, provoquant une explosion qui les repousse tous les deux. À cela, Toma lance un esprit magique sur Setsu, mais il le dévie vers le ciel, le faisant se fissurer et exhorte Toma à prendre leur duel au sérieux.
Sur ce, Thomas lui lance plusieurs lances magiques, mais Setsu les dévie toutes, seulement pour qu'elles ricochèrent sur le mur et reviennent vers lui. Voyant cela, Setsu les détruit avec une attaque d'épée volante et baisse sa garde. À ce moment-là, Thomas apparaît derrière lui et le renverse avec sa technique d'épée volante. Après avoir survécu à l'attaque, le duo se jette l'un sur l'autre. Mais Setsu fait facilement tomber l'épée de Thomas de ses mains. Pour que le combat soit équitable, il lâche son épée et frappe Thomas jusqu'à ce que Thomas le repousse avec une boule de plasma violette. Après cela, Thomas rappelle son épée dans ses mains, la transforme en pistolet à plasma et tire sur Setsu qui esquive immédiatement le tir. Ensuite, Setsu voit les dégâts causés au bâtiment par l'explosion et réalise qu'il ne peut pas laisser Thomas tirer cette chose sans précaution. Alors il le charge, lui donne un coup de pied dans l'estomac, le projetant dans le ciel, et continue leur bataille suspendue en plein air. Peu après, Thomas déchaîne une rafale de balles de mitrailleuse, mais Setsu invoque Gluton et lui fait consommer chaque tir maudit. Il canalise ensuite l'énergie absorbée en lui-même et lance 2 entailles aériennes dévastatrices sur Thomas, qui les esquive immédiatement. Alors qu'Elka, Glein et les autres les rejoignent, Setsu rappelle à Thomas que tous ses amis sont morts et oubliés, et l'exhorte à se rendre avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, alors que Thomas se souvient à quel point il s'est senti seul après que Setsu l'ait abandonné pour passer du temps avec ses nouveaux amis, il perd le contrôle de lui-même, active le Limit Break et libère une énorme explosion d'énergie magique que Setsu réalise immédiatement n'être pas la sienne. Thomas invoque 2 canons à plasma et tire, mais Setsu esquive. Thomas vise alors Elka, Glein et les autres et tire 2 rayons. Setsu absorbe les rayons avec Gluton, mais l'énergie résiduelle menace ses amis. Il se protège avec une barrière, alors Setsu contre-attaque. Thomas bloque avec ses canons, puis lance une rafale de lames d'air. Il tente de parer, mais ses armes finissent par se briser. Setsu fonce et frappe Thomas à la poitrine, le mettant KO. En chutant, Thomas se remémore leurs souvenirs et refuse de s'avouer vaincu. Il active un second Limit Break, invoque un canon plus puissant et tire. Setsu tente d'absorber le rayon, mais finit projeté contre le mur. Thomas atterrit et chante victoire. Setsu se relève, l'enferme dans une sphère dimensionnelle et s'entoure d'une aura dorée pour en finir. Paniqué, Thomas tente de briser le cercle. Setsu active le sort Earth Eater de Gluton, frappe le sol et emprisonne Thomas dans une boule de terre. Thomas supplie Setsu de l'épargner alors que sa conscience s'efface. Quelques heures plus tard, il se réveille et demande pourquoi il est en vie. Setsu explique qu'il voulait juste détruire la malédiction du collier pour tenir leur promesse. Thomas pleure, mais Setsu lui assure qu'il peut se racheter. Quelques semaines plus tard, Setsu, Dizas et Regulus annoncent la sentence. Thomas doit utiliser la magie de transfert pour renvoyer leurs camarades. Thomas est surpris. Dizas et Regulus précisent que ce sort le privera de sa magie, l'empêchant ainsi de causer d'autres problèmes à l'avenir. Thomas renvoie tout le monde chez eux. Il dit adieu à Setsu et entame un voyage pour explorer le monde et expier ses péchés. Setsu prépare son départ. Alors qu'il salue Elka et les autres, Yui arrive, prête à l'accompagner. Setsu accepte qu'elle vienne avec lui. Ils retrouvent Levaya en plein combat contre un poulpe géant. Après le spectacle, ils vont au royaume démoniaque voir Dizas et Ruri. Tout va bien. Ils visitent la capitale des hommes-bêtes et voient Roa, Shiro et Meneko devenus commandants. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté, commentez, gros seins. Laissez un like et abonnez-vous pour d'autres résumés chauds. N'oubliez pas la suite.